Tondelier, secrétaire national des écologistes, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Le budget de la France pour 2025 en commission à l'Assemblée nationale à partir de ce soir. On leur souhaite bon courage déjà. Oui. Ça va être long. Ça va être long. Pour tout le monde. Oui, ça va être long. En commission et ensuite en discussion à l'Assemblée nationale. Ça va être quelque chose. On va parler des amendements que vous allez déposer, parce que j'imagine que vous allez déposer des amendements verts. Hein, j'imagine. Bon, mais ça va surtout être, ça va être long, je dis ça, sauf s'il y a un 49-3. C'est quand même un petit sujet déjà démocratique dans ce pays. C'est que est-ce que les parlementaires pourront vraiment débattre nous dire que le de ce budget jusqu'au bout? C'est une atteinte à la démocratie alors que c'est permis par la Constitution. Non, mais quand vous avez un Premier ministre qui n'a pas été élu par les Français et qui n'aurait pas dû être là, plus qu'en plus le budget illégitime, qui n'a tellement pas de majorité et qu'il est adopté par 49-3, ça commence à faire beaucoup de problèmes démocratiques. Pour l'instant, il n'est pas adopté par le 49-3 puisqu'on n'en parle pas. Pour l'instant, il y a une discussion. Donc ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Espérons pouvoir la mener jusqu'au bout, c'est en tout cas le souhait des écologistes. Bon, alors, vous allez rencontrer Michel Barnier demain, c'est vrai ? Il paraît. Mais oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Nous allons voir Monsieur Barnier demain. Vous savez qu'il m'avait, quand il est devenu Premier ministre... C'est une info que vous nous donnez ce matin. C'est exclusif. Oui. Pour Sud Radio. Non, mais Monsieur Barnier nous avait appelé par téléphone au moment où il a été nommé Premier ministre, comme il l'a fait à quasiment tous les chefs de parti, pour nous proposer une rencontre. Dans ce coup de fil, ni lui ni moi n'avions évoqué une quelconque participation gouvernementale, tant il était évident, et pour lui et pour nous, que ça n'avait pas de sens. Et donc, ce que je lui avais dit, c'était qu'on le rencontrerait plutôt après la constitution de ce gouvernement. Il venait d'être nommé, on était un vendredi soir, je me rappelle, j'étais en réunion à l'école de mon fils, et il me dit, moi je suis un optimiste, on aura le gouvernement mercredi. Bon, on l'a eu 15 jours après, et donc c'était juste avant le discours de politique générale, c'était bizarre de le rencontrer 2 jours avant. Bien sûr, donc on lui avait dit, on vous verra après. Et ça tombe donc demain, et nous irons avec beaucoup de perplexité, mais nous y allons parce que c'est un exercice institutionnel et républicain normal que d'être quand même capable de se parler. Si on n'est même plus capable de se parler, alors je sais pas où on va en France. Donc on va se parler, on va lui dire des choses assez cash, comme on sait le faire. Donc on sera avec Cyrielle Châtelain, présidente du groupe à l'Assemblée, et Guillaume Gontard, président du groupe au Sénat, et on va y aller avec un petit document, voyez-vous, parce qu'évidemment qu'on va lui parler du budget, évidemment qu'on va lui parler de la proportionnelle, évidemment qu'on va lui parler du programme du nouveau Front populaire, évidemment qu'on va lui parler de la méthode aussi avec laquelle il compte travailler avec nous. Mais voyez-vous, en tant que patronne des écolos, je reçois, comme l'ensemble des parlementaires, énormément d'alertes tous les jours. Des alertes de scientifiques, des alertes d'experts, des alertes de fonctionnaires du ministère de l'Environnement, des alertes d'associations, des alertes de citoyens aussi, qui écrivent depuis chez eux sur mon mail de secrétaire national, marine.tondelier@lesécologistes.fr, si vous avez d'autres alertes pour Michel Barnier, et qui me disent, mais enfin, il y a ce truc, et ça va pas, et ça comment on fait. Tout le monde est très inquiet sur l'environnement. Et ils ont raison. Ils ont raison. Parce que 73% des vertébrés sauvages ont disparu de la planète en 50 ans. Parce que les enfants qui naissent cette année, on ne sait pas leur garantir l'habitabilité de la planète pour dans 30 ans. Donc oui, on est très inquiet. Et franchement, moi, quand on m'a expliqué, ah mais Michel Barnier, vous allez être contente, Mme Tondelier, c'est le plus environnementaliste des premiers ministres qu'on ait jamais vu. Bah oui, la barre était pas très haute. Mais vous devriez être contente, Mme Tondelier, parce que Michel Barnier, il a dit le mot dette environnementale. Donc comme il avait dit ça, je devais être contente, parce qu'il avait dit un mot. Non, mais qu'allez-vous lui demander ? Eh ben, on va lui expliquer notre inquiétude et lui dire que les mots ne suffisent pas. On nous dit souvent, vous savez, en 1993, il a fait un truc super sur l'environnement. Super. D'ailleurs, en 1993, il aurait prononcé le mot dette écologique. On aurait peut-être dit, waouh, c'est hyper moderne. En 1993, c'était moderne. Là, on est en 2024. Mais qu'allez-vous lui demander ? Et donc, en 2024, il nous faut des actes. Je continue mon raisonnement, Monsieur Bourdin. Mais oui, mais parce Monsieur le maire, il nous a parlé de la dette financière tous les jours. Il nous a donné des leçons de morale toutes les semaines. Et résultat, plus il en parlait, plus il a creusé. 1000 milliards en 7 ans. Eh ben, Monsieur Barnier, c'est pareil. Plus il en parle de la dette écologique, plus il la creuse, sauf qu'en plus, parler de dette écologique, ça n'a pas de sens. Et ça, je vais lui expliquer. Parce que la dette, c'est quelque chose que, dans l'absolu, on peut rembourser. La dette écologique... Attendez, Monsieur Bourdin, faut que les gens comprennent dans leur voiture ce matin en écoutant Sud Radio. La dette écologique, quand vous faites du réchauffement climatique, on ne reviendra pas en arrière. Quand vous faites disparaître une espèce de la surface du globe, vous ne la ferez pas réapparaître, c'est l'émotion. Quand vous dépassez des limites planétaires, elles sont irréversibles. C'est pas une dette. On creuse un fossé, on creuse notre tombeau. Et ça, il faut quand même le dire à Monsieur Barnier. Même si la France est assez exemplaire en matière de lutte contre les gaz à effet de serre, par exemple. Vous aimez bien le raconter, mais c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Oui, mais enfin, c'est vrai. Et donc, ce qu'on va dire à Monsieur Barnier... C'est vrai qu'on est assez exemplaire. Et donc, ce qu'on va dire à Monsieur Barnier, puisqu'on est en plein examen du budget, c'est que les paroles, ça compte pas en politique. Ce qu'on veut, c'est les actes. Et son budget,
dans le budget, soyons concrets, plus de problèmes que de solutions, quand même. 19,5 milliards d'euros pour l'écologie dans le budget. On est bien d'accord, plus 2,8 milliards par rapport à 2024. On est bien d'accord, mais vous savez que l'augmentation de ce budget est due à des choses qui ne feront pas du bien aux Français. Vous savez que les lignes budgétaires de ce budget qui font du bien aux Français vont baisser. Moins 1 milliard sur la rénovation thermique des logements. Ça intéresse vos auditeurs. Ma prime rénov. Ça intéresse vos auditeurs parce qu'il y a 5 millions de Français qui vivent dans des passoires thermiques l'hiver et dans des boulevards thermiques l'été. Oui. Enfin, des effets d'aubaine de gens qui veulent... Des fraudes, dans tous les cas, vous le savez. Oui, peut-être plutôt d'artisans d'ailleurs que de particuliers. Je ne pense pas qu'on fraude en rénovant sa maison. Si vous vraiment voulez chasser la fraude, allez voir du côté des entreprises, de la fraude sociale, de la fraude fiscale. Là, vous récupérez beaucoup d'argent. Quand on enlève 1 milliard sur la rénovation thermique des logements, on condamne la France à rénover 100 à 150 000 logements de moins en un an. L'équivalent de toute la ville de Lille ou de toute la ville de Rennes. Ensuite, deuxième problème, le fonds vert, moins 60%. Le fonds vert, qu'est-ce que c'est ? C'est un fonds qui aide les collectivités. Il a que 2 ans. 500 millions Il y a 2 ans, on l'a créé. On a dit c'est une super, puis il va augmenter tous les ans. Ah ben, au bout de 2 ans, déjà, il baisse. Et les collectivités se servent de ce fonds pour végétaliser les cours d'école de vos enfants, pour faire des pistes cyclables, pour créer des îlots de fraîcheur et rendre vos villes plus supportables en moment de canicule. Déposer un amendement rétablissant le fonds vert, mais le problème, au niveau du budget précédent. Le problème, Monsieur Bourdin, c'est que les amendements parlementaires, vous savez que c'est très limité. Mais oui. Alors, si on était au gouvernement, on pourrait faire plein de choses. Il se trouve que Emmanuel Macron a fait de l'obstruction, nous en a empêché. Et donc maintenant, nous sommes réduits à faire un travail parlementaire. C'est très important. Vous allez toujours nous parler de ça ou pas ? Oui, je vous confirme parce que ça laissera des traces. On n'oublie pas et on ne pardonne pas. Ça laissera des traces, oui. C'est un hold-up démocratique qui laissera beaucoup de traces. Il y aura un avant et un après. On ne va pas recommencer là-dessus. Non, mais je fais ce que je veux quand même. Donc, il va nous proposer de faire des amendements parlementaires, mais vous savez, quand on est parlementaire, on ne peut pas faire des dépenses supplémentaires pour l'État. Et que toutes les recettes supplémentaires qu'on va proposer ne seront pas retenues. Donc nos capacités d'action sont limitées. Mais par contre, on va continuer à dire assez fortement que ça ne va pas. Combien d'amendements allez-vous déposer ? Ah bah ça, c'est pas un concours, ce sera qualitatif, vous allez voir. Parce que il y aura des amendements du Nouveau Front Populaire portés collectivement, il y aura des amendements spécifiques écologistes. Et vous savez que les parlementaires écolos sont réputés pour faire un boulot de fond formidable. Et ils ont tout mon soutien. Mais ce qu'il faut quand même dire aux Français aussi, parce que souvent, quand l'État vous aide pas, vous dites, bah c'est bon, j'ai mon maire, j'ai mon département, sur les questions sociales notamment. Eh ben, ils vont sabrer les budgets des collectivités. Et moi, j'ai discuté avec un président de département la semaine dernière, qui m'a dit, Marine, les départements, il y en a beaucoup qui sont en faillite en France. Et on va encore les sabrer. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va supprimer des foyers de protection de l'enfance ? On va fermer des EHPAD ? Ils vont faire comment ? Et donc, ce que je veux quand même signaler à vos auditeurs, c'est que cette équipe macroniste a mis la France en faillite parce qu'ils ont fait des cadeaux aux plus riches. 40 milliards par an de cadeaux aux plus riches. Même la Cour des comptes leur avait dit de pas le faire. Même Jean Pisani-Ferry, l'économiste qui a écrit le programme de Macron, a dit que c'était pas bien. Et qui vont envoyer en première ligne pour réparer leur incompétence ? Eh ben, ils vont envoyer des malades qui paieront plus cher leur cotisation chez le médecin. Ils vont envoyer les enfants, 2000 postes supprimés à l'éducation nationale. Ils vont envoyer les retraités parce qu'on va repousser de 6 mois leur réévaluation de la retraite sur l'inflation. C'est 15 € par mois si vous avez 1500 € de retraite. Décidé, ça. Et ils vont envoyer... C'est pas encore décidé. Et ils vont envoyer tous ceux qui payent une facture d'électricité, c'est-à-dire tout le monde. Et c'est pas juste et j'ai le droit de le dire. Voilà. Vous avez évidemment vous avez le droit de le dire. Est-ce que vous êtes allé au salon de l'auto ? Non, on m'a pas invité, mais nous pouvons y aller ensemble à la sortie si vous voulez. Je suis quelqu'un de très ouvert. Vous irez ? Mais si vous m'invitez, je vais avec plaisir. Hausse des malus thermiques, vous êtes d'accord ? Hausse des malus thermiques. On a un petit souci avec la voiture, chers amis. En France, c'est 50% de la consommation. 50% de la consommation de pétrole en Europe et en France, c'est les voitures thermiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec la hausse des malus thermiques ? Je pense qu'elle est faite de manière injuste. Je pense que elle devrait être plus progressive. C'est-à-dire que on devrait commencer plus bas dans les poids et la rendre beaucoup plus progressive à mesure qu'on augmente. Je pense surtout qu'il faut pas piéger les Français. Et ça, je vous l'ai souvent dit ici. Je porte une liste constante pour les gens qui nous écoutent dans leur voiture. Voyez-vous, les écologistes sont pas vos ennemis. Les écologistes, déjà, ils voudraient que ceux qui, entre vous, pourraient prendre le train puissent vraiment le prendre. Moi, la semaine dernière encore, j'étais coincée à Saint-Étienne. Saint-Étienne-Lyon, c'est la ligne de TER la plus fréquentée de France. Éboulement sur les voies, plus de train. Je finis par arriver à Lyon, je prends un train pour Lille. Arrivé à Lille, pour rentrer à Hénin-Beaumont, plus de train, vol de câble. Il faut qu'on investisse dans le train. Ça arrive. Pas que dans les grandes lignes, dans les petites lignes, les lignes du quotidien. Les gens ont encore tous les ans en France des gares qui ferment. J'en ai marre. Les gens maintenant, dans la ruralité, ils doivent être plus aidés que les autres. Pourquoi ? Parce que ils ont besoin de leur voiture pour travailler, pour aller voir leur famille. Ils ont droit à la mobilité. Aujourd'hui, on leur confisque. Et donc, je suis choquée qu'on taxe indistinctivement selon les revenus des gens. Et je suis choquée
qu'on n'aide pas les gens à s'équiper en électrique. Parce qu'on dit aux gens, un thermique, c'est très mal, vous êtes méchants. Ok, bon, vous remarquez quand même que c'est plutôt les plus pauvres qui sont coincés avec une voiture thermique de 1998 que les plus riches. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, faut faire quoi? Faut une voiture électrique. Ça coûte, avec le leasing qu'on nous avait promis, on en avait parlé sur cette antenne. Vous m'aviez dit, quand même, vous êtes contente pour une fois, pour 100 € par mois pour avoir un véhicule électrique. Et je vous avais dit, ça ne durera pas et ça ne suffira pas. Résultat, ils enlèvent 500 millions sur l'aide cette année. 500 millions. Un tiers de l'aide. Et donc, comment ils vont faire, les gens? Est-ce que vous pensez que tout le monde peut payer 100 € par mois en leasing? Non. Voilà, c'est pas juste. Parlons du LGV, parce que là, vous parlez seul. Et je savais qu'à un moment, vous alliez intervenir quand même, pour m'arrêter. Ah bon? Vous pensiez? Parlons du LGV, de la LGV, Bordeaux-Toulouse. Bordeaux ou Dax Toulouse. Bordeaux-Dax, Bordeaux-Toulouse. Pourquoi être opposé à cette LGV? Je comprends pas. 3 raisons. Allez-y, parce que là, personne ne comprend. Alors que la population... il y a quand même des gens qui comprennent très bien, vous inquiétez pas. La population y est favorable. Il y a 3 sujets. Les Français, ils sont favorables. Il y a 3 sujets. Oui. Premier sujet, l'artificialisation des sols. 1000 hectares. Encore, c'est 4800 hectares de biodiversité. Vous parlez des fonciers agricoles, 1000 hectares de fonciers agricoles, 4800 hectares en tout artificialisés, qui n'étaient pas forcément cultivés, mais qui étaient des espaces de biodiversité. La deuxième chose, du coup, c'est la destruction de la biodiversité, qui est un sujet majeur pour la survie humaine. Je le dis quand même, c'est pas juste on s'en fout des hérissons et des grenouilles. C'est pour la survie humaine, c'est primordial. Troisièmement, chantier Farani, 14 milliards d'euros. 14 milliards d'euros. À un moment, on nous dit, il n'y a plus d'argent pour mettre des profs dans les écoles. 20% de l'Union européenne. C'est de l'argent public quand même. Oui, vous savez que l'argent de l'Union européenne, il vient de nous quand même. Oui. Donc, c'est un sujet. Moi, je veux qu'on débatte en France de où on met l'argent. Est-ce qu'on le met dans des pistes de bobsleigh? Toutes les enquêtes d'opinion nous disent que les Français, ils sont favorables. Attendez, vous me demandez, est-ce que vous voulez aller plus vite entre telle ville et telle ville et avoir plus de trains? Je vous réponds oui. Plus vite. Je vous réponds oui. Si, ça fait gagner 1 heure. C'est pouvoir. Ça fait gagner 1h10. Est-ce que 1 heure, ça vaut 14 milliards? Ça fait gagner 1h10. Quand Madame Borne avait annoncé... Moins de véhicules, moins de camions. Oui. Ça, faut me le démontrer. Et moins d'avions. Parce que les camions, ils vont prendre la LGV. De Bordeaux à Dax. Monsieur Bourdin. De Bordeaux à Dax, les camions ne vont pas prendre la LGV. Est-ce que vous avez pris la route entre Bordeaux et l'Espagne? Non, parce que j'y vais en train. Et voyez-vous, je mets 1 heure de plus et je ne meurs pas. Vous savez à quoi vont servir... Non, mais attendez, là, je termine. Marine Tondelier, là, je termine. Mais on va être sérieux. Est-ce que vous savez à quoi vont servir les anciennes voies? À faire du fret, vous allez me dire. À faire du fret. Moi, je pense que... Vous défendez le fret, il y a un réseau ferré en France qui est important et qu'on le laisse crever. On ferme des petites lignes. On n'entretient pas les anciennes. Mais là, je vais vous parler... Je connais pas aussi bien que ceux qui habitent la base de Siena, mais je connais celui de chez moi. J'ai une ligne entre Lille et Lens qui s'arrête à Hénin-Beaumont. Ça fait des années qu'on l'entretient plus parce qu'on nous promet aussi un truc qui va aller très vite, un RER pour gagner 2 minutes, 4 milliards d'euros. Ça fait des années qu'on nous promet, il n'arrivera jamais. En 2040, en 2050, on en reparlera. Et du coup, en attendant, on dit, on va pas entretenir la ligne, puisqu'on va en construire une nouvelle bientôt. Ah bon, quand? On sait pas. Et donc, on laisse crever ces lignes. Ça entraîne des retards pour ceux qui l'entraînent tous les jours. C'est des mirages. Et si on a 14 milliards à mettre dans des lignes de train, oui, il faut les mettre, parce que tout l'argent qui avait été promis par Madame Borne sur les lignes de train, il n'est pas mis. Chaque année, on continue de raboter, alors que c'est une priorité nationale et qu'on laisse crever des gens qui n'ont pas d'autres moyens de transport. Alors d'abord, on offre des lignes de train à ceux qui en France non plus. On réouvre les gares qui ont fermé, les voies qui ne sont plus utilisées, plutôt que de mettre 14 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On a parlé de 500 millions de baisse pour l'aide aux voitures électriques. Enfin voilà, ça fait quand même beaucoup d'années qu'on aurait pu compenser pour cette baisse. Et ça, je suis pas d'accord. Autre question. Est-ce qu'il faut nationaliser Sanofi? C'est LFI qui demande. LFI demande la nationalisation de Sanofi. C'est scandaleux ce dossier. On explique aux Français tous les jours que la souveraineté c'est important, qu'il faut réindustrialiser, qu'il faut être autonome en médicaments, et on laisse faire sans rien dire. Mais on est en route vers la souveraineté du paracétamol, de la fabrication du paracétamol. Je suis pas d'accord pour ce qui est en train de se passer à Lisieux. Les salariés qui se battent pour préserver l'intégrité de leur travail ont tout mon soutien. Personne ne dit que des emplois seront supprimés. Oui, mais c'est personne. Qui l'a dit? Non, mais attendez, quand je vous parle des revendications des salariés. Non, mais je vous demande qui l'a dit. Je vous parle de l'intégrité des entreprises, c'est-à-dire que ça reste du domaine français, du domaine national, qu'on ait prise en termes de souveraineté sur la production de médicaments sur notre territoire, qu'on soit souverain dans ces décisions-là en tant que Français. Et j'irai à Lisieux vendredi, je suis en contact avec ces organisations salariées et on réfléchira ensemble aux meilleures méthodes, parce que souvent, vous savez, les salariés, ils en savent bien plus que nous, les politiques, parce que c'est leur fleuron. Du paracétamol. Oui. On est bien d'accord. Du paracétamol, principe actif fabriqué en Chine. On est bien d'accord.
Bon, malheureusement. Mais... Est-ce que vous savez que des usines de paracétamol, fabricant du paracétamol, vont ouvrir en France? Vous le savez, ça? Oui. Mais en fait, je vois pas le rapport. C'est-à-dire que à chaque fois que vous faites ça, vous dites, est-ce que vous savez que, bah oui, je le sais. Et alors, quel est le rapport? Pourquoi on laisserait Doliprane tomber dans les mains des Américains? Qu'est-ce que ça change au problème? Quand on est allé se battre à Metex, à Amiens, parce que c'était pour fabriquer des aspirines, c'était indispensable, le principe actif, et qu'on a laissé tomber aussi. On était là. À quoi va servir l'argent touché par Sanofi, selon vous? Mais vous savez, Monsieur Bourdin, moi, j'avoue en toute humilité de ne pas être spécialiste du dossier. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai contacté les salariés et je vais aller les rencontrer vendredi à Lisieux. Je pense que c'est la meilleure démarche à avoir. C'est comme ça qu'on travaille chez les écologistes. Est-ce qu'il faut une nationalisation de Sanofi, comme le demande je vous le dirai vendredi, mais c'est une des pistes à explorer, oui, parce qu'on ne peut pas laisser faire comme ça et on ne peut pas baisser les bras. Ça coûterait? Je vous le dirai vendredi, Monsieur Bourdin. Juste pas question pour un champion. Est-ce qu'on a 100 milliards à dépenser? J'ai pas la même fiche que vous, Monsieur Bourdin. Vous avez bien préparé cette question. Moi, je l'ai préparée vendredi avec les salariés. Et ben moi aussi, sur le terrain, avec celles et ceux qui suivent ce dossier au plus près, c'est-à-dire celles et ceux qui produisent ces médicaments, qui travaillent sur ce site et qu'on ne laissera pas tomber. Je pense que c'est la meilleure manière de faire en politique. Présidentielle, candidature unique à gauche, dit Olivier Faure. Vous aussi, vous dites la même chose. Et ça fait longtemps que je le dis. Je sais. À chaque passage sur votre radio. En excluant Jean-Luc Mélenchon? Moi, j'exclus personne. C'est ce que dit Olivier Faure, c'est pas moi. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon lui-même avait dit, vous vous rappelez, je m'exclus pas, mais je m'impose pas. Attendez, la différence que vous avez avec Olivier Faure, c'est que lui dit, on exclut Jean-Luc Mélenchon. Eh ben, moi, je suis pas excluante dans la vie, mais je constate que on devra se poser la question de quelle candidature rassemble le plus. Et c'est pas moi qui vais décider toute seule. Ce que je constate aussi, c'est qu'on a été le premier parti à dire que oui, il faudrait une candidature unique et qu'on faisait pas du fait qu'elle vienne de chez nous un préalable. Ça veut pas dire qu'on exclut le fait qu'elle soit écolo, mais on dit pas, moi, je veux une candidature unique du moment qu'elle est de mon camp, comme j'entends certains le dire. Et surtout, je m'inquiète parce que je vois cette petite impasse des gauches irréconciliables remonter, où certains, à droite d'Olivier Faure, Glucksmann, Hollande disent si Mélenchon y va, alors nous on ira. Ou j'entends d'ailleurs Mélenchon lui-même dire si eux y vont, moi j'irai aussi. Bah là on fait quoi? Oui, mais on laisse faire comme ça cette petite histoire se raconter. Hollande, François Hollande, Bernard Cazeneuve, ce sont des hommes de gauche pour vous? Oui, enfin, tout est relatif, c'est-à-dire que moi je les considère. Enfin, je considère. Vous les considérez comme des hommes de gauche? Non, mais moi il y a un repère pour moi fondamental. Oui, c'est quand Jordan Bardella était au port de Matignon, qui s'est bougé ou pas en juin et en juillet. François Hollande, j'en pense ce que j'en pense. Il était là. Il est député du Nouveau Front Populaire. Il a défendu le Nouveau Front Populaire et nous a aidés de Philippe Poutou à François Hollande à préserver les Français de Jordan Bardella à Matignon. Oui. Bernard Cazeneuve, vous n'êtes pas les seuls à avoir préservé je l'ai les moins Français entendu pendant la période. de Jordan Bardella à Matignon, vous n'êtes pas les seuls. Ah bah j'ai quand même dû expliquer personnellement à la moitié du gouvernement ce que voulait dire le Front républicain. J'ai toujours pas compris ce qu'avait tenté de faire Macron. Il nous a d'ailleurs expliqué tout l'été que c'était irresponsable de changer de Premier ministre en plein milieu de juillet-août. Ah bon, bah alors pourquoi il a fait une dissolution en juin? Je n'ai toujours rien compris à ce qu'elle avait essayé de faire, mais j'ai l'impression que oui, on a évité le pire et qu'on a été les premiers à se bouger, que nos électeurs ont été les principaux artisans de ce Front républicain et je les en remercie. Est-ce qu'il faut parachuter Lucie Castet dans l'Isère? Je dis bien parachuter parce que... Est-ce que vous êtes un amateur de parachutisme? Non, pas du tout justement. Ah non, pas du tout. On est le Nouveau Front Populaire. Je supporterais pas ça. On est le Nouveau Front Populaire. On a des règles de discussion ensemble. On avait fait un accord électoral. Il se trouve que il y a des gens qui étaient députés qui ne le sont plus, donc il y a des législatives partielles. Il y en a une à Boulogne-Billancourt dont personne ne parle. Tout mon soutien à Pauline Rapilliferio, qui est écologiste et qui va essayer de combattre sur cette circo de Stéphane Séjourné, qui quelques semaines à peine après son élection dit finalement l'Europe c'est plus intéressant, il s'en va. Bon, c'est original. Il y a aussi une primaire, une partielle dans les Ardennes où c'est un candidat socialiste qui aura tout mon soutien aussi. Et celle-là, elle est aussi un peu moins gagnable, donc personne n'en parle. Et moi, je soutiens des candidats de l'adversité. Il se trouve qu'à Grenoble, oui, la circonscription est gagnable. Et donc, évidemment, tous les projecteurs médiatiques... C'est Hugo Prévost qui était député, pour les auditeurs. Puis, surtout... LFI, il est accusé, donc... LFI prend la bonne décision en l'écartant. Il est écarté. Pourquoi on parle aussi de cette circonscription? C'est parce que c'était celle de monsieur Véran, qui va peut-être y retourner. Partant de là, c'est une circonscription qui, dans l'accord électoral, était fléchée vers la France Insoumise. C'est donc à la France Insoumise de conduire la discussion et de prendre la décision à la fin. Ils ont mon avis, je leur ai donné. Lucie Castet a mon avis, je lui ai donné. Je trouve que c'est une des très bonnes propositions qui sont sur la table, mais c'est à discuter pour que ça se passe bien avec les militants locaux et avec la France Insoumise. Ils ne connaissent rien à la circonscription. C'est comme ça la politique. Vous savez,
savez, Lucie Casté... Est-ce que c'est comme ça, la politique? Lucie Casté, elle est à Paris, elle travaille à la mairie de Paris. Non, est-ce qu'elle connaît... Je vous rappelle qu'elle a été licenciée par un texto de Madame Hidalgo, donc non, elle ne travaille pas à la mairie de Paris. Mais Lucie Casté, c'est une experte des services publics. Et cette expertise-là, elle est universelle. En tout point du territoire, cette compétence-là est utile aux gens qu'elle défendra, qu'ils soient agents ou... Enfin, vous me dites ça, moi j'habite dans la circonscription de Marine Le Pen, et oui, j'ai trouvé un peu cocasse qu'habitant dans un château à Saint-Cloud, elle vient nous expliquer qu'elle comprend le bassin minier et que c'est sa ville préférée de France. J'allais y venir. Vous avez précédé. Attendez, monsieur Bourdin. C'est ce que vous reprochez à Marine Le Pen, et c'est ce que vous allez faire avec Lucie Casté. Mais ne me laissez pas répondre. Madame Le Pen, elle vit dans un château à Saint-Cloud, et elle vient expliquer aux habitants du bassin minier qu'elle a tout compris à leur vie, alors qu'elle ne représente pas leurs intérêts. Vous savez que Madame Le Pen, quand elle vient un moment, vous savez, elle dort à l'hôtel. Bref, Madame Casté, elle va prendre sa décision. Je soutiendrai sa décision. Et si elle est en campagne là-bas, elle fera la meilleure des campagnes possibles, parce qu'elle défend des sujets, les services publics, qui sont universels. Elle le défendra, si elle le fait, dans une ville écologiste, dans lequel, je pense, elle aura tout le soutien des écologistes, parce qu'ils savent qu'ils pourront s'appuyer sur elle. Et Madame Casté, beaucoup de Français, tous les électeurs du NFP veulent la voir députée. Après, je vous dis une chose, ce qui compte, c'est pas le parachute, c'est comment on atterrit. Et moi, je me rappelle quand même de Monsieur Véran, qui s'est présenté... Attendez, Monsieur Véran, il nous a expliqué tout son mandat, qu'il était le premier des Grenoblois préoccupés. Il est où maintenant, Monsieur Véran? Dès qu'il a rendu son mandat, il est reparti habiter à Paris. Vous pensez pas que c'est plus lâche et plus hypocrite? Moi, oui. Est-ce que vous partagez les propos, je termine avec cela, de Sandrine Rousseau, qui met sur le même plan les assassinats des professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard et la censure des conservateurs catholiques aux États-Unis? Qui, remarque-t-elle, retire les livres des bibliothèques? J'ai pas entendu cette déclaration, donc je sais pas dans quel contexte elle a été fait, et je sais pas quelle phrase exacte a été prononcée. Mais oui, il y a des choses inquiétantes dans ce monde. Il y a un recul du progressisme. Il y a des réactionnaires, et c'est pas juste. La censure en démocratie est la même qu'en dictature islamiste? Non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, Monsieur Bourdin. Mais je pense que quand on est à l'endroit d'où je parle, une écologiste, une humaniste, une démocrate, une progressiste, on peut être inquiète de beaucoup de choses en France et dans ce monde, et qu'il y a un recul, on n'est plus au temps des Lumières. On est en train de plonger dans des périodes d'obscurité où dire des choses xénophobes, se refermer, s'enfermer, vouloir d'ailleurs enfermer des gens et les empêcher de circuler, est une idée qui a le vent en poupe, et c'est dangereux. De professeur, pardon. Mais vous allez me poser 4 fois encore la question, donc je vais vous répéter encore 4 fois la même chose. Ça vous a choqué? Je n'ai pas entendu cette phrase. Ça vous choque, cette remarque? Je vais l'écouter en sortant, mais franchement, j'ai pas entendu cette phrase. Je ne sais même pas où ça a été dit. Vous l'avez pas entendu? Non. Vous l'avez pas lu nulle part? Non. Non, franchement? Non. Pourtant, ça fait pas mal de bruit depuis qu'elle l'a dit. Eh ben, j'ai pas entendu. Désolé. Qu'elle l'a dite, d'ailleurs. Désolé. Oui. Je n'ai pas entendu cette phrase. Dommage. Merci à Marine vous. Tondelier. Et bon courage, bonne journée à tous vos auditeurs. Merci. Il est 8h57, Patrick Roger, tout de suite après les infos.